Imaginez, vous préparez un mariage. Donc, vous invitez 200 personnes. Donc, tout est prêt, vous êtes bien habillés. Donc, les tables sont bien dressées. Et là, surprise. Il n'y a pas 200 personnes qui viennent, mais 600 personnes qui débarquent. Là, regardez. Hop, il a popé automatiquement. Parce que j'ai simulé 10 utilisateurs. Il a vu qu'il y a de la charge. Il est passé de réplique à 1 à réplique à 8. Dès que c'est fini, hop, il revient à 1. Et là, je paye ce que je consomme. Je paye pas plus. Il y a à faire bien les choses. Vous voyez le setup derrière moi. On investit pour... Et c'est gratuit, ça. Alors, imaginez, vous préparez un mariage. Donc, vous invitez 200 personnes. Donc, tout est prêt, vous êtes bien habillés. Donc, les tables sont bien dressées. Et là, surprise. Il n'y a pas 200 personnes qui viennent, mais 600 personnes qui débarquent. Là, on est d'accord, vous êtes en panique. Mais figurez-vous, il y a beaucoup de sociétés qui ont le même problème. Donc, ils subissent des charges, des pics de charges imprévus, alors que leur plateforme, elle n'est pas adaptée pour. Et là, impact business, il est direct. Donc, perte du client. Donc, le client va venir sur votre site, surtout si vous faites de l'e-commerce. Il va voir que votre site est trop long, donc il ne va pas acheter. Ça veut dire perte du client, perte en termes de chiffres. Il y a un autre aspect dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'aspect psychologique. Donc là, un moment de compassion, s'il vous plaît, pour l'agent qui travaille dans une agence. Il a son application qui est down. Et en face, il a un client qui est furieux parce qu'il n'a pas été remboursé. Donc voilà. Donc c'est le drame. Heureusement, il y a le Modern Apps, parce que le Modern Apps, c'est une des solutions à ce genre de problématique. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, donc rebonjour quand même à tous. Donc, je m'appelle Imad Ben Saïd, je suis architecte cloud spécialisé dans Azure et spécifiquement dans tout ce qui est Modern Apps. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que les Modern Apps. Donc, aujourd'hui, je représente la société Unifive. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Unifive, on est spécialisé dans le Modern Apps. Donc, on a deux pôles. On a le pôle Office 365 et on a le pôle Azure. Et dans l'Azure, on fait tout ce qui est développement full stack, du DevOps et tout ce qui est architecture, solution sur Azure. Voilà, donc c'est ça notre expertise. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Unified Technology, avec S. Et j'ai entendu des questions sur ChatGPT, sur le cloud. Ben, en fait, on partage sur ces thématiques-là. D'ailleurs, on a fait même une expérience. On a confronté nos développeurs à ChatGPT. Donc, je vous laisse voir le résultat après. Donc, n'hésitez pas à voir. On a fait des podcasts avec Moonen aussi. On partage énormément. Voilà, et vous pouvez nous suivre sur LinkedIn aussi. Alors, aujourd'hui, on va voir c'est quoi le Modern Apps, pourquoi on utilise Modern Apps. Donc là, c'est un peu une continuité de ce qu'a présenté Abdelmoumen. Donc, Abdelmoumen, ils ont présenté c'est quoi le cloud, qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, nous, on va voir comment l'utiliser d'une façon optimale. On va voir quelles sont les bases du Modern Apps. On va voir c'est quoi le pass, le fast, une petite démo. Et on termine par une session questions-réponses. Alors, c'est quoi le Modern Apps? Donc, on vit dans une époque où on est hyper connecté avec Internet. Donc là, si vous voulez faire un business, par exemple, sur Internet, donc vous créez un produit, peu importe. Si vous faites bien les choses en termes de marketing, en termes de branding, en termes de communication, là, vous avez de fortes chances d'avoir le market fit. C'est quoi le market fit? Tout simplement, votre produit aura un grand succès. Vous allez vous faire de l'argent. Voilà. Prenons l'exemple de ChatGPT. Puisqu'on parle de ChatGPT, donc ils ont eu 100 millions d'utilisateurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en 2 mois. Et là, derrière, si votre business, il cartonne, mais il n'y a pas l'infrastructure qui suit, ça ne sert à rien. Donc, vous imaginez bien que ChatGPT, ils n'ont pas 2 ou 3 VM avec un autre balanceur. Ça ne marchera pas. Là, derrière, il y a vraiment une infrastructure élastique, évolutive, qui s'adapte à la charge. Et c'est ça le Modern Apps. Donc, le Modern Apps, c'est le fait d'avoir une plateforme qui s'adapte à la charge. Et en plus, ça nous permet d'être focus que sur le développement. On ne s'occupe plus de tout ce qui est VM, par exemple, patcher l'OS, mettre à jour l'OS, sécuriser la VM en termes de network, voir les switches, comme expliquait Abdelmomen. Non, non, non. Ça, c'est une perte de temps pour le business. Nous, on va être focalisé sur ce qu'on sait faire le mieux. Là, ajouter des features sur notre application. Donc, c'est ça le Modern Apps. Avoir une plateforme évolutive et être focus que sur l'essentiel. Maintenant, vous allez me dire pourquoi je l'utilise Modern Apps. Je pense que c'est évident. Là, je vous ai donné quelques use cases. Donc, la première, c'est faire face à la concurrence.
Donc, il faut être réactif au marché. On vit dans un monde qui évolue très rapidement. Donc, si la concurrence fait des choses, nous, on doit faire mieux et rapidement. Et on s'adapte rapidement au marché. Donc, c'est pour ça qu'on va focus sur les développements. Et on ne s'occupe pas du reste. Scale son business à l'international. Vous voyez bien Spotify, Airbnb, Uber, Netflix, leur application, elle cartonne rapidement partout dans le monde. Ça, s'il n'y a pas le cloud, ça ne sera pas possible parce que sinon, ils seraient obligés d'envoyer des commerciaux un peu partout dans le monde et négocier des contrats et c'est long. Avec le cloud, vous le faites en 2 minutes. Là, en 2 minutes, je peux déployer une application en Inde et une autre au Brésil. Et je peux les supprimer en 1 seconde. Voilà, donc ça part vite. Avec le... Là, c'est le cloud du coup, hein, pas que le Modern Apps. Assurer une meilleure sécurité en évitant l'obsolescence du matériel. Quand vous faites dans l'on-premise, quand vous êtes dans votre propre data center privé, on va dire, là, vous achetez une machine, au bout de quelques années, elle devient obsolète. Donc, ça veut dire des failles de sécurité. Là, avec le cloud, avec le Modern Apps, surtout le Modern Apps, c'est que ça ne sera pas votre problème. Mais vous êtes sûr que Microsoft, là, on va parler d'Azure ou AWS, peu importe, mais vous êtes sûr que votre provider va fournir les dernières technologies en termes de hardware, hein. Voilà. Donc ça, c'est plus votre problème. Il y a aussi l'exploitation. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le service manager, c'est quoi? C'est que je m'occupe juste de l'application. Et le reste, c'est géré par le cloud. Et en dernier, bénéficier de l'élasticité du cloud à moindre coût. Ça veut dire, comme m'expliquait Moumen, le pay as you go, on aimerait bien payer ce qu'on consomme. Donc là, la différence, c'est que c'est pas comme l'on-premise. On achète un serveur. Des fois, il y a beaucoup de sociétés qui font cette erreur. Ils achètent des machines puissantes, mais finalement, elles ne sont pas utilisées. Ils déploient juste une ou deux applications. Donc, on paye cher pour rien. Là, on veut payer vraiment ce qu'on consomme. Vous allez voir que c'est possible quand même. Voilà. Maintenant, le Modern App, c'est beau, mais par contre, il y a des bases. Il y a certains principes à respecter. Là, vous n'allez pas les trouver dans un bouquin, hein. C'est juste un retour d'expérience d'Unifive. On a défini ça. Donc, on a vu avec nos clients. S'il n'y a pas ces quatre-là, le Modern Apps, c'est un peu difficile de faire du Modern Apps. Donc, le premier, le DevOps. Le DevOps, la plupart des gens pensent que c'est un poste. Non, le DevOps, c'est pas un poste, juste pour automatiser. C'est, comment dire, c'est plus large. Donc, DevOps, c'est une culture. C'est une culture derrière DevOps qui se base sur la collaboration, surtout entre le développeur et l'opérationnel. Donc, ils vont travailler ensemble, ils vont avoir le même objectif pour aller plus vite. L'amélioration continue. Donc, à chaque sprint, on fait des choses. Si on fait mal les choses, on s'améliore prochaine semaine. C'est pas grave. On peut pas tout connaître. On apprend tout le temps. On apprend de nos échecs aussi. Si on fait des choses qui sont pas bien, on essaie de comprendre pourquoi. On vire pas des personnes parce qu'on a fait des choses pas bien, mais on peut s'améliorer. C'est ça la culture DevOps. Donc, on collabore, on améliore et on apprend de nos échecs. Et on avance tous ensemble. Et bien sûr, automatiser. Pourquoi c'est important dans le Modern Apps? Pour moi, c'est le prérequis important. Netflix, par exemple, il déploie 10 ou 20 fois par jour. Et c'est le développeur qui déploie en prod. Il n'a même pas besoin de ses managers. Pourquoi? Parce qu'ils ont une maturité, une bonne culture DevOps. Donc, ils ont bien fait les choses. C'est venu avec le temps, mais maintenant, tout le monde peut déployer. Et ça permet d'aller vite. C'est ça ce qu'apporte une culture DevOps pour le Modern Apps. L'infrascode. Donc, infrascode, ça veut dire quoi? Comme le nom le dit, hein. Donc, on déploie de l'infrastructure avec du code. Donc, il y a plusieurs technos, Terraform, Ansible, etc. Mais l'avantage avec l'infrascode, on avait un client, par exemple, qui souhaitait avoir des environnements de formation à la demande. Mais c'est rare, ils utilisent ces environnements. Donc, il n'a pas envie de payer tout le temps un environnement. Bah, du coup, l'infrascode, c'est la solution. On a scripté l'environnement avec un clic. On déploie un environnement, on l'utilise, on forme les gens. Avec un autre clic, on supprime l'environnement. Et là, on paye ce qu'on consomme, comme on a vu tout à l'heure. Et ça permet d'aller vite. Même si vous faites un environnement de développement, vous variabilisez, vous dites, je déploie le même environnement en production. Vous changez juste les variables et hop, ça déploie votre environnement. C'est ça l'infrascode. Donc, c'est important. C'est un prérequis pour faire du Modern Apps aussi, hein. Autre chose, architecture microservice. Donc, j'explique rapidement, c'est quoi une architecture monolithique? C'est quand vous déployez une application qui contient tous les services. Ils sont tous dans un même bloc. Donc, vous voulez modifier une ligne de code, vous redéployez toute l'application. Un peu lourd. Donc, si on veut être réactif et tout, ça veut dire que si on redéploie, on peut faire une coupure de service. Donc, ça serait bien d'avoir une architecture microservice. Ça veut dire, j'ai une application
Le service de microservice d'envoi d'email, je le déploie à part. J'ai le service d'achat, je le déploie à part. De cette façon-là, on a ce qu'on appelle la résilience. Ça veut dire que c'est un service qui est temp, c'est pas toute l'application qui est temp. Par exemple, si vous regardez Netflix, s'il y a le service qui s'occupe de, par exemple, configurer votre compte, il temp, là, votre film, vous allez le regarder. Parce que c'est pas toute l'application qui va tomber. C'est ça l'intérêt. Vous pouvez vous blesser, mais vous restez toujours en forme. C'est ça, on va dire, l'avantage. Et en plus, on a tout ce qui est scalabilité. D'ailleurs, je vais en parler. Donc, là, il y a deux types de scalabilité. On a le scaling vertical. Là, ça veut dire je prends une machine, j'augmente soit la RAM, soit le CPU. Ça ne nous intéresse pas beaucoup quand on fait de Modern Apps. Nous, on veut qu'elle est horizontalement. Ça veut dire en termes de nombre de machines. Donc, j'ai un besoin, par exemple, le matin, je sais que j'ai un trafic, les gens vont se connecter sur mon application. Je mets 3 VM. Entre midi et 14, les gens vont aller manger. Donc, je n'ai pas besoin de payer 3 VM. Je vais payer qu'une seule. Je veux scale down. Donc, je baisse le nombre d'instances. L'après-midi, je remets 4 machines. Fin de journée, je remets qu'une seule machine. Et c'est comme ça qu'on gère nos économies. Faire ça en premise, c'est un peu voilà, lourd. Mais par contre, dans le cloud, c'est hyper facile, vous allez voir. Alors, maintenant, on a vu le principe de base. Maintenant, on va voir comment utiliser le Modern Apps. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le monde de compute. Je pense qu'Abdelmomen, on a assez parlé. Voilà, tout ce qui est vert ici, que vous voyez en vert, c'est tout ce que le cloud gère pour nous. Je vous fais un petit résumé quand même. Si je veux déployer une application .NET, par exemple, si je suis dans on-premise, je dois préparer mon serveur, brancher dans le network, virtualisation, installer l'OS qu'il faut. Middleware, j'ai besoin d'installer un serveur WS. Le runtime, il faut que j'installe aussi .NET Core, enfin .NET ou peu importe le runtime. Hein. J'installe mon application à la fin. Quand je suis sur le cloud, j'ai pas besoin de faire tout ça. Moi, j'ai envie d'aller vite. Ça, je m'occupe pas de ça. Quand on fait du Modern Apps, c'est pas lié à ça. On fait soit du PaaS, soit du FAS. Ou du containerisation. J'en parlerai à la fin. Généralement, c'est ça ce qu'on fait. Donc, je développe mon application. Je dis à Azure, j'ai une application .NET. Il va faire le reste. Tout ça, il va me le préparer. C'est transparent pour moi et j'ai même pas à le gérer. Commençons par le PaaS. C'est quoi le PaaS? Le PaaS, c'est plateforme à service. Donc, j'ai un service de plateforme. Donc, moi, je ramène juste mon application et j'ai tout un service pour gérer ma plateforme. Je n'ai pas à m'occuper de ça. Je fais abstraction du reste. Comment ça marche? Donc là, sur Azure, par exemple, quand j'ai des applications, supposons que j'ai 3 applications. On a ce qu'on appelle le App Service Plan. Après, il y a plusieurs modes de déployer les applications. Moi, je vous parle juste du PaaS. Hein. Parce que c'est tellement large. Le PaaS, voilà. Donc, vous créez ce qu'on appelle un App Service Plan. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recenser les applications que vous avez. Derrière, il va fournir la force de calcul, de compute qu'il vous faut. Et c'est là où c'est intéressant. Donc, vous pouvez le programmer. Vous pouvez lui dire, surtout quand vous connaissez vos charges, c'est très pratique. Vous pouvez lui dire, comme j'ai dit tout à l'heure, le matin, je veux 3 instances. Par contre, midi 14, laisse une instance. Fin de journée, enfin l'après-midi, balance 4 instances. Fin de journée, revient à une instance. Ça se fait avec l'infrascode. On le programme. Je vais vous montrer après dans la démo. Et on laisse tourner. De cette façon, on optimise déjà nos coûts et on répond à notre charge. On a une charge imprévue, supposons qu'il y a un pic, surtout quand on fait de l'e-commerce, comme m'a expliqué un peu Abdelmomen tout à l'heure. Pas de souci, je peux faire des règles. Dès qu'un CPU, j'atteins par exemple 80% ou 70% de CPU, je rajoute des instances. On a vraiment une flexibilité de vraiment gérer les pics. Et là, on sait que notre plateforme, elle va tenir. Bien sûr, il faut faire des tests de charge à chaque fois hein, pour se préparer parce qu'il n'y a pas que l'infrastructure pour tenir la charge. Si votre code est mal fait, vos requêtes SQL sont mal faites, par exemple, là, l'application, elle va tomber aussi. Hein. Mais là, je parle juste en termes d'infrastructure, il n'y aura pas de problème. Mais il faut faire attention au code aussi. Maintenant, on va passer aux coûts. Vous prenez conscience un peu comment ça marche, les coûts sur Azure. Donc, quand on fait du PaaS, le App Service Plan, il y a un truc génial. En fait, vous pouvez avoir une machine gratuite. Là, si vous voulez tester des choses, c'est gratuit. Le PaaS as you go. Price. Ça, c'est une capture d'écran de Microsoft. Hein, je ne l'ai pas inventé. Donc, c'est free. Par contre, regardez-le. Compute Type, il est à shared. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais tester
des développements, je vais faire des POC, Proof of Concept. Je vais tester des fonctionnalités. C'est gratuit. Là, vous pouvez avoir un serveur gratuit. Par contre, il est partagé avec d'autres sociétés. Ça veut dire que tout le monde va mettre son code dans la même machine, on va dire, le même serveur. Ça va être transparent pour vous. Par contre, il ne faut pas mettre des datas sensibles. C'est juste pour le test. Là, vous pouvez mettre jusqu'à 10 applications. Vous aurez 1 giga de mémoire. C'est gratuit. Vous voulez avoir plus d'applications, 100 applications par exemple, et un custom domain, ça veut dire que vous pouvez faire votre www, ispita.com, peu importe. Là, vous pouvez le faire, mais vous payez 0,013 centimes l'heure. C'est rien hein, pour une société, ça. Maintenant, pour voir aller plus loin, donc je veux par exemple passer en prod et je veux avoir une machine qui a 50 gigas. Je peux scaler jusqu'à 10 machines, nombre illimité d'applications. Je vais avoir un serveur dedicated. Je vais le partager avec personne. Je supporte le network, donc je peux isoler en termes de network, comme expliqué Abdelmomen, et j'ai l'autoscale. Donc avec ça, je peux m'adapter à des charges imprévues. Et on peut aller encore plus loin. On peut aller, bien sûr, c'est à chaque fois on monte en puissance, on paye plus, bien sûr. Celui-là, il est très cher. Là, par exemple, peut monter jusqu'à 30 et vous avez 250 gigas de mémoire, par exemple. Et vous avez votre serveur à vous. Voilà ce qui concerne le pass. De toute façon, on va avoir une petite démo après. Hein. Maintenant, on va passer au FAS, Function as Service. Donc là, tout à l'heure, on parlait d'une application. Maintenant, je ne veux pas faire une application, je veux faire vite. J'ai envie de déployer une fonction qui me calcule A plus B. Je ne vais pas développer toute une application pour ça, mais je vais faire une fonction que je déploie sur Azure. Ça s'appelle les Azure Functions. Pourquoi on dit serverless? Je vais l'expliquer. Comment ça marche une Azure Function? Donc là, il y a plein de ce qu'on appelle les triggers, les déclencheurs. Donc je peux avoir un HTTP. Ça veut dire, quand vous voyez sur les API, hein, vous faites HTTP, vous l'appelez avec un GET ou avec un POST, peu importe. Ça, c'est classique. Vous avez ce qu'on appelle le service bus. C'est les queues. Ça veut dire, je mets un message dans une file d'attente. Le trigger, il va savoir qu'il y a un appel. Vous avez les storage. Abdelmomen, il a expliqué tout à l'heure storage account. Par exemple, dès que vous mettez un fichier dans un storage, là, hop, le trigger va le détecter. Et il va se passer quoi après? Dès qu'il détecte qu'il y a un événement, on va rester sur l'HTTP. Je vais calculer A plus B, je l'envoie dans ma requête. Il va appeler le scale controller. Vous, ici, vous avez déjà déployé vos fonctions. Fonction 1, 2, 3. Elles sont déployées sur Azure Function. Le scale controller, il va faire quoi? Il va dire, tiens, j'ai un appel. Il va prendre la fonction qui est appelée. Il va la charger en mémoire. Il va prendre l'instance. C'est lui qui gère. Hein. Là, c'est transparent pour vous. Il va charger ça en mémoire. Il va traiter la demande et renvoyer la réponse. Pareil, c'est un service bus ou un storage. Voilà. Donc, tout simplement, c'est ça. Et dès qu'il termine, il libère l'espace. Il n'y a pas de serveur dédié. C'est pour ça qu'on appelle ça le serverless. En vrai, il y a un serveur qui calcule. Par contre, il n'est pas à vous. Donc, en fait, vous louez un serveur pendant 5 à 10 minutes max. Hein. Après, vous libérez les ressources. Donc, c'est très pratique pour faire des traitements rapides. OK? On va voir comment c'est facturé. Ce qui est intéressant avec le serverless, déjà, Microsoft vous offre 400 000 secondes par giga gratuitement, les premières. Ensuite, vous payez 0,00016 euros secondes par giga. Et vous payez aussi le nombre de requêtes. Là, Microsoft vous offre 1 million de requêtes gratuites chaque mois. Au-delà de ça, vous payez 19 centimes par million de requêtes. Franchement, c'est rien. Si on prend un exemple d'une Azure Function, par exemple, qui consomme en mémoire 512 mégas, elle s'exécute 3 millions de fois par mois, et avec une durée d'une seconde, là, vous payez, je vous ai parlé de détails, vous payez 17 euros. Donc, c'est rien pour une société. Voilà, donc c'est ça le serverless. C'est la même chose sur AWS ou GCP. Hein. Donc là, Azure, j'ai donné l'exemple d'Azure parce que c'est notre expertise, mais le serverless, c'est la même chose ailleurs. Après, les prix, ils changent. Hein. Je n'ai pas les prix, mais voilà. Alors, là, j'ai vendu du rêve. Par contre, il y a des limites au serverless. Déjà, je pense que vous l'avez constaté tout à l'heure, le démarrage à froid. Quand une requête HTTP arrive, vous avez bien remarqué que le scaler, il met un peu de temps pour charger l'application. Là, ça dépendra du type d'application que vous utilisez. Est-ce que c'est du Node.js? Est-ce que c'est du .NET?
On sait que, par exemple, Node.js, ça va monter plus rapidement qu'une .NET, par exemple. Du coup, ça peut prendre un peu de temps pour monter en mémoire. Et par contre, si vous faites de l'asynchrone, par exemple, avec du fil d'attente DQ, c'est pas méchant parce que, voilà, on n'a pas besoin que ça réponde rapidement. Mais si vous faites de l'HTTP, on va voir un temps de quelques secondes, hein, ça peut être 1 ou 2 secondes. Il n'y a pas d'isolation réseau. Si vous faites du serverless, ça veut dire votre API, votre Azure Function est exposé publiquement. Il n'y a pas de sécurité réseau, on va dire. Et ça pose beaucoup de problèmes sur les sociétés qui sont à cheval qui font très attention à la sécurité. On a aussi la limite de temps d'exécution. Donc, on ne peut pas faire au-delà de 10 minutes. On a de 5 à 10 minutes. On peut avoir des coûts imprévus si la charge elle est intense. Pas sur Azure Function, mais sur, par exemple, Cosmos. Sur le Cosmos, en serverless, si on a des pics toute la journée, c'est plus intéressant d'allouer un service plan, enfin un serveur, que faire du serverless. Donc voilà, il faut toujours faire des études et voir qu'est-ce qui correspond le mieux. Assez parlé de théorie, maintenant on va passer un peu à la pratique. Je vais partager mon écran sur le... Alors, là, je pense que c'est partagé sur... Je vais repartager sur... Alors, Ayman ou Ali, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que c'est bon ou pas? Que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Super, ok. Donc là, alors je vais faire ça. Donc là, c'est le portail Azure. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça le portail Azure. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il faut savoir un truc. Quand vous déployez par exemple un environnement, généralement, c'est déployé dans un resource group. OK? Je l'ai appelé Unified Autoscaling PRD pour dire c'est la prod. Donc vous avez comme un conteneur, vous déployez tous vos ressources ici. OK? Et vous pouvez déployer vos ressources, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'infrascode. Ça veut dire vous touchez même pas au portail, vous avez les bons droits et vous déployez avec du code. Soit avec Terraform ou PowerShell, AZClive. Il y a plusieurs technos pour le faire. Ou vous pouvez faire sur le portail. On va commencer par l'App Service Plan du PaaS. Donc là, je clique sur Create, par exemple. Vous avez un Marketplace, ça, vous avez plein de choses en fait. Hein. Donc là, je dis App Service Plan. Celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc je dis Create. Là, j'ai ma souscription, c'est bon. Ici, il faut que je lui donne un nom, par exemple, allez, Ispita Server. Là, je choisis mon operating system, Windows ou Linux, peu importe. Et là, la région, vous vous rappelez, là, je peux déployer mon serveur partout dans le monde. Hein. Bon, il n'y a pas de Tunisie, dommage, mais par contre, on peut prendre la région la plus proche de la Tunisie. C'est ça l'idée. Hein. Donc, vous faites un business en Tunisie. S'il n'y a pas la Tunisie, bah, vous prenez la région la plus proche, en l'occurrence la France, par exemple. Vous utilisez un data center en France. Comme ça, en termes de latence, ça va être rapide. Et là, on va voir le pricing que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc là, je peux prendre le free dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, il y a plusieurs plans. Ça dépend de mon besoin. Donc là, je vous ai déployé pour gagner du temps. Alors, un truc dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Ce qui est bien aussi, supposons que mon application a besoin d'avoir 3 instances, trois serveurs derrière, 3 VM. J'ai envie d'avoir la haute disponibilité. Ce qui est bien avec le cloud, là, j'ai choisi la région France. Donc, il peut dispatcher ses serveurs sur plein de data centers. Ça veut dire si un data center, comme vous avez vu au VH, il y avait un incendie, il y en a beaucoup qui ont perdu leur application. Par contre, avec ça, il n'y a pas de risque. Si un data center, il y a un incident, il y a un tremblement de terre, peu importe, je sais que mes 2 serveurs ils sont dispatchés sur 2 autres data centers. Ça, c'est la haute disponibilité.
Et ça, je peux le faire en un seul clic. Je fais enable et il va le faire automatiquement pour moi. C'est ça qui est magique avec le Modern Apps. Alors là, je ne vais pas le créer parce que j'ai déjà créé un pour gagner du temps. Je vais revenir sur mon ressource groupe. Et là, alors, il est où? Il est là, Uni5 Server 001. Donc là, il me donne des métriques sur le CPU, la mémoire, donc je vois tout. Ici, je vois le scaling dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, regardez, je peux lui dire, là, il y a une seule instance qui tourne. Je peux lui dire, et tu mets-moi 5, 10, je peux aller jusqu'à 30. C'est énorme, 30 quand même. Ça veut dire qu'il y a 30 serveurs. Et c'est lui qui va aller l'autre balanceur et tout. Hein. Moi, j'ai rien à faire. Je dis juste, je veux 30. Ça, c'est intéressant. Je veux aller plus loin. Moi, comme le scénario dont j'ai parlé tout à l'heure, je veux que ça change. Le matin, nombre de serveurs, l'après-midi, etc. Bah, je fais custom scale. Par contre, il faut le service plan associé. Hein. Là, il coûte plus cher ce service plan. Hein, parce que quand vous faites du free, vous n'avez pas ces options. Donc, ça a un coût. Là, je peux dire, par exemple, j'ajoute une condition. Je lui dis, bah voilà, j'ai la date, start date, à partir de telle heure jusqu'à telle heure, mets-moi 3 instances. Je peux rajouter d'autres conditions aussi. Hein. Là, une autre condition. De telle heure à telle heure, je veux que tu baisses, etc., etc. Et je peux me baser en métrique ici. Ça veut dire quoi? Donc ici, je peux spécifier après combien de machines je veux entre telle heure, CPU et tout. Donc on peut tout faire. Les applications, elles sont ici. Bon, là, je n'ai pas déployé d'application, mais quand je déploie des applications, elles vont être listées ici. Voilà un peu tout ce qui concerne le service plan. Maintenant, on va passer au serverless. Donc, on va commencer par l'Azure Function. Pareil, hein, pour déployer une Azure Function, on vient ici. On écrit Azure Function, Function Apps. Voilà. Je fais Create. Je donne un nom. Function Ispita. Il me crée un domaine instantanément. Je dis mon code .NET version 6 en France. Voilà. Et derrière, il va tout préparer. J'ai rien à faire. Et là, je dis en mode consumption, serverless. C'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Par contre, si je veux ne pas utiliser ma fonction en mode serverless, je peux l'utiliser avec un service plan. Et là, je lui dis service plan, hop, Uni5 Server. Donc, je peux sélectionner le serveur que j'ai utilisé tout à l'heure, si vous vous rappelez. Mais moi, mon scénario, je veux du serverless. Je ne veux pas payer quand je l'utilise pas là. Parce qu'en mode serverless, quand même, il y a un coût. Enfin, à plan, service à plan, vous payez quand même les instances qui tournent. Mais en consumption, je ne paye pas. Je paye que quand je suis appelé. Voilà, au compte-goutte. Donc, je ne vais pas le déployer pareil. J'ai déjà préparé une. Là, si je prends cette Azure Function, par contre, je vais créer une fonction avec vous. Donc là, des petites lenteurs. Je refresh. Voilà. Ça, c'est l'Azure Function. Je peux la stopper, je peux la restart. Là, je vois les métriques. Alors, sur mes fonctions, là, il y a une petite latence de Azure. Je les refresh quand même. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai mes fonctions ici. Vous voyez, j'ai fait plein de fonctions. J'ai préparé Ispita Function, mais je vais le... Bon, il y a un peu de lenteur. Il n'active pas le bouton Create. Je ne sais pas ce qu'ils ont en Azure aujourd'hui. De toute façon, chaque démo, il me faut ça. Hein. OK. Donc, bon, j'ai préparé une fonction. Je vous montre après. Ah, tiens, c'est bon. Create. Là, je vais créer une fonction. Vous vous rappelez des triggers. Donc, il y a un timer. Je peux dire chaque 5 minutes, j'exécute cette fonction. HTTP trigger. Il y en a plein. On part sur HTTP trigger. Je vais l'appeler ispita function, comme je l'ai appelé tout à l'heure. Et sachant ici, j'ai dit au préalable quand j'ai créé ma fonction, je lui dis, elle fait du PowerShell, cette Azure Function. Hein. Donc, elle connaît du type de code qu'elle le fait. Donc, pour gagner du temps, je ne vais pas le créer ici, mais ça donne ça. Ispita function, par exemple. Func. Je vais entrer dedans.
qui est magique avec la The Function, vous pouvez coder sur le portail. Vous allez voir. Après, dans les vrais projets, on fait pas ça. On respecte, on utilise Git, Pipeline et tout. Hein. Donc, mais vous pouvez coder sur le portail directement. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a des lenteurs aujourd'hui. Il a mis un peu de temps pour charger. Peu importe. Là, j'ai l'URL. Le temps qu'il charge, je peux vous montrer. Ça, c'est l'URL qui m'a fourni. Dès que je crée la The Function, il me fournit une URL de la fonction. Et ici, elle retourne le résultat. Voilà. Donc en fait, les serveurs tournent, hein, c'est juste, il y a des lenteurs niveau portail, c'est tout. Hein. Mais l'application, elle tourne. Donc ça charge un peu, sinon on va passer à autre chose. Bon, je reviendrai après, hein, parce que ça a l'air de prendre un peu de temps. Mais voilà, vous voyez, elle répond Hello Espeta V2. Si je modifie V1, il va mettre V1. Allez, voilà, c'est bon. Ouais, c'est Hello Espita, pardon, V2. Je vais mettre V1. Vous voyez, c'est instantané. Je sauvegarde. La get URL function, elle est là. Là, je lui dis pas d'authentification, mais on peut gérer l'authentification pour la sécuriser. Hein. Et là, je refresh, bam, V1. Voilà. Donc c'est pratique, c'est rapide. Et c'est ça le Modern Apps. On veut que ça aille vite, on veut que ça soit rapide. On veut que le business tourne en fait. C'est ça le Modern Apps. Maintenant, je vais vous montrer un autre service que je trouve magique. Là, je vous ai montré, on a vu comment déployer une application sur un service plan. Après, on a vu comment je déploie une fonction. Là, vous avez un bout de code, hein, si je reviens dessus. Ah, non, moi, je l'ai fermé. Donc, un petit bout de code. Là, on va voir, je ne déploie même pas du code. On va faire du no-code. Et on fait ça avec ce qu'on appelle les Logic Apps. Donc là, vous voyez, hein, c'est un code. C'est ça que je déploie. Hein. Ce n'est pas une application, c'est juste un bout de code. Hein. C'est ça les fonctions. Donc, je ne fais pas une application avec tout ce qui est lourd. Non, non, non. Là, je mets juste la fonction qui m'intéresse. C'est tout. Des other functions. Enfin, les Logic Apps. Donc là, c'est du no-code. Je ne fais pas de code. Je code avec des boîtes. Même quelqu'un qui ne sait pas coder, on veut aller vite, je vous rappelle, en Modern Apps. Hein. Là, je veux appeler des API. Pas de souci. Je code pas. Je fais des boîtes. Je lui dis, appelle-moi tel API, il fait ça. Je vous ai préparé, tout à l'heure, vous avez parlé de ChatGPT. Du coup, on s'attendait un peu à ce genre de questions. J'ai fait un petit use case. Ici, j'ai demandé à ChatGPT, bon, c'est bien que je commence avec une erreur comme ça. J'ai demandé à ChatGPT, en fait, je voulais développer une application. Je l'ai fait en 20 minutes. Hein. Et c'est là où ça répond un peu à la question de ChatGPT tout à l'heure, quel est l'impact sur les développeurs. Là, cette application, je l'ai codée en 20 minutes. Donc, j'ai dit à ChatGPT, donne-moi le code. Je voulais faire, en fait, une application où j'ai une réclamation. Par exemple, mon assurance n'a pas voulu me répondre, enfin, me rembourser. Mon vol a été annulé. Je veux une réclamation. Donc, je lui donne le contexte. Elle me redonne un mail de réclamation, bien écrit et pro et tout. Hein. Donc, j'ai dit à ChatGPT, code-moi déjà le front, un bon front-end, avec, je lui ai fait en HTML. J'aurais pu dire React, j'aurais pu dire Vue.js, j'aurais pu dire Angular. Je lui ai dit HTML. Elle me l'a sorti. Je lui ai dit maintenant, fais-moi un bon design qui est pro. Elle m'a sorti ça. J'ai rien fait. Hein. Ça l'a fait en 2 minutes. Derrière, je lui ai dit, appelle-moi une API. Cette API, je l'ai fait avec Logic Apps. Donc, c'est ça les Logic Apps. Je code avec des boîtes ici. Hein. Donc, il n'y a pas une ligne de code, vous allez voir. Je crée un trigger. Je lui dis, quand tu reçois une requête, j'ai mis un objet de type string dedans qui le prend paramètre. OK. Derrière, j'appelle ChatGPT. Je lui dis, rédige-moi un mail de réclamation sur le sujet suivant. Ce texte-là, je vais le recevoir, vous l'avez deviné, de l'interface. Il va appeler ChatGPT. Elle fait le traitement, elle me répond. J'ouvre une autre boîte, réponse. Et comment je fais une autre boîte? Ça. Et je mets réponse. Je ne code pas. Je fais add action ici. Hop. J'ai tous les services qui sont disponibles.
Je peux appeler l'SQL, je peux faire appeler notre API, je peux faire envoyer un mail automatiquement, mais je vais passer une demi-journée à vous, à vous énumérer les services. C'est vraiment magique. Je vous invite vraiment à voir les services de Logicap. Et ça, valeur business, c'est important parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai un besoin, je vais voir que j'ai pas besoin de le coder, je le fais rapidement. 20 minutes pour faire toute cette application front en utilisant l'intelligence artificielle et en utilisant aussi Logicap. Donc ceux qui se posent sur l'avenir du dev, c'est un peu ça. Les développeurs, il faut que vous adaptiez avec l'IA et il faut que vous soyez réactifs. C'est ça pour moi les développeurs qui vont tenir à long terme. Les développeurs qui vont aller dans les trucs complexes, codés et tout, vous allez être long. Et là, en termes de business, dans une société, on vous recrute pour apporter de la valeur. Il faut que vous soyez rapide. Donc, il faut que vous vous adaptiez à ces nouvelles technologies. Et c'est ça le Modern Apps. Alors, donc, malheureusement, ça ne marche pas. ChatGPT, elle est tombée là. Désolé, c'est pas de ma faute. On va tenter quand même, hein. Alors, je vais lui dire, mon vol a été annulé. On va envoyer, vous allez voir en moi comment ça marche derrière. Donc là, regardez, hein. Bien, il est en running. Et ce qui est bien, ça me donne tous les logs. Je vois, regardez, ici, je sais que je suis bloqué ici. Complete your prompt. Donc là, il essaie d'appeler ChatGPT. Déjà, il a échoué et il fait un retrait. 429. S'il y a des développeurs ici, 429, ça veut dire que c'est une erreur de l'API qui n'est pas technique, hein. Mais là, il me dit que, en gros, il m'a dit que le service du Binig, il n'est pas bon, alors que non, elle est tombée en fait derrière. Donc désolé, elle ne va pas répondre, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. Ici, par exemple, j'ai des anciens exemples. Regardez, ici, ça marchait déjà. Donc là, on a dit mon assurance. Voilà, ça c'était pas mal comme exemple. Alors, rédige-moi un mail de réclamation sur le sujet suivant. Donc j'ai dit mon assurance ne veut pas me rembourser. OK? Et là, regardez sa réponse. Je sais pas si on va la voir ici. Nom de l'assurance, je vous ai créé pour réclamer le remboursement. Bah, bref, je pense que vous êtes au courant de la puissance de ChatGPT, hein. Voilà, elle a rédigé un mail. Là, on voit pas, il n'est pas bien formaté. Mais par contre, sur le front, il est bien formaté. Voilà un peu sur pour juste vous donner un avant-goût sur les Logicap. Je vais terminer par un autre exemple pour qu'on puisse poser vos questions quand même. Là, je vais vous montrer je vais sortir l'artillerie, une machine de guerre. Là, Moumen il a parlé tout à l'heure de Kubernetes. Là, je vais vous montrer un service qui s'appelle Azure Container Apps. C'est une surcouche de Kubernetes. Là, Kubernetes, il faut gérer un peu l'upgrade et tout. Là, vous n'avez rien à faire. Vous gérez que vos applications. Vous déployez votre application en mode container. Et lui, il gère tout. Le scaling et tout, hein. J'ai fait une application qui s'appelle Black Friday ici. Alors, donc, son URL, elle est là, hein. C'est ça mon application. J'ai pris un truc exemple. Welcome to Azure Container Apps. Et ce que je vais faire ici, vous allez voir. Donc là, j'ai une application qui tourne. Les réplicas. J'ai une seule application, une seule instance qui tourne. Là, ce que je vais faire, regardez. Je vais sortir un outil de montée en charge. J'ai fait un script qui appelle mon application. OK? Et je vais lui dire, tourne-toi, simule-moi des utilisateurs. OK? Sachant que je l'ai programmé derrière, je lui dis, dès que tu as plus de 2 requêtes concurrentes, scale automatiquement. Au bout de quelques minutes, s'il n'y a pas de demande, scale down. Reviens à une seule instance. Là, il y a une seule instance qui tourne, hein. Donc là, c'est parti, c'est lancé. Je ne sais pas si vous voyez l'outil. Ah, vous ne voyez pas l'outil de. Ah. Donc je vous fais une capture d'écran. Non, en fait, on ne voit pas l'outil, hein. On voit le dommage. Azure. Ouais, ok. C'est pas grave, je vous envoie une capture d'écran du coup, au moins que vous voyez le. Je vais le partager à la fin pour ceux qui n'ont pas accès. Du coup, on va se remettre, c'est pas grave, on va se remettre sur l'application. Là, regardez. Hop,
et il a popé automatiquement parce que j'ai simulé 10 utilisateurs. Il a vu qu'il y a de la charge. Et là, j'ai Grafana qui montre, il prend un peu de temps pour être à jour. Mais tout à l'heure, j'ai fait un test. Regardez, il était de 1, il est passé de réplica 1 à réplica 8. Dès que c'est fini, hop, il revient à 1. Et là, je paye ce que je consomme. Je ne paye pas plus. Il y a des imprévus. Dans le mariage, j'ai invité 200 personnes. Il y a 600 personnes qui débarquent. Pas de problème. Tout le monde sera servi. Et vous, vous serez tranquille. Ça scale automatiquement. Je vais vous partager quand même l'outil. Vous voyez l'outil de... Alors, quand... Ah, voilà. Je vais partager l'écran carrément. C'est plus simple. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon écran? Ali? Oui, Super. ouais, ouais. OK. Donc là, j'ai un script, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le script, il appelle mon API. OK? Un get, c'est un simple. Là, je vais lui dire le K6, c'est ça l'application pour monter en charge. Je vais lui dire, regardez, pendant 30 secondes, simule-moi des utilisateurs. Boum. Voilà. Là, il est en train de simuler des utilisateurs. Et c'est ça qui a fait scaler l'autre. OK? Voilà, voilà. Donc, en conclusion, le Modern Apps, ça vous permet d'être focus sur valeur business. Le reste, vous le laissez à Azure. Donc, si vous avez 200 invités dans un mariage, avec le Modern Apps, vous êtes tranquille. Merci pour votre attention. On va passer aux questions alors. Merci infiniment pour notre intervenant pour sa présentation assez fructueuse et enrichissante. Passons maintenant vers les questions en dette. D'abord, allez-y. Salut, présentez-vous s'il vous plaît, puis posez la question. Bonjour, je m'appelle Anwar Moussa, un étudiant en 5e année génie informatique. Mon question insistait en tant que développeur, quelles sont les techniques et les skills nécessaires, required en Azure. Les développeurs de stack Java, exemple .NET, côté backend, les mieux et les plus orientés en Azure. D'accord, Ahmed. Votre micro, Ahmed. Il est coupé ton micro. Alors, pardon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Alors, merci pour la question. Si tu peux juste couper le micro, s'il te plaît, pour éviter l'écho. Merci. Alors, donc, le cloud, en fait, il n'est pas lié à une techno. Donc, si vous faites du Java, vous faites du Node.js, vous faites du .NET Core, de .NET, peu importe la techno, il supporte quand même certains techno, les plus utilisés. Il n'y a pas besoin vraiment de skills en particulier. Vous savez développer, pardon. Par contre, ce qu'il faut comprendre le cloud, comment il fonctionne. Et c'est là où vous aurez des bibliothèques à utiliser de Azure. C'est pour ça le meilleur moyen de se former sur Azure, c'est d'utiliser Azure. Là, créez un compte étudiant, faites du code, déployez-le, suivez les tutos, il y en a plein sur Internet. Là, vous avez ChatGPT. Personne n'a le droit de dire comment je fais pour me former. Non, non, non. Vous pouvez vous former tous. Et c'est accessible à tout le monde. Le cloud, c'est juste une plateforme qui vous aide. Vos skills de dev, ils ne vont pas changer. Tu es un bon développeur on-premise, tu seras bon développeur sur le cloud. Par contre, il y aura d'autres réflexes. Tu vas réfléchir au coût, tu vas faire attention au coût, tu vas faire attention aussi aux performances. Tu sais que tu as l'autoscaling, donc tu sais comment réfléchir en termes Modern Apps. Il faut rajouter des réflexes, on va dire, sur le cloud. C'est juste ça pour moi. Après, voilà, il faut se former tout le temps par contre. La meilleure formation, mettez les mains dedans, montez un truc, que ça crache au départ, c'est pas grave. Essayez, réessayez jusqu'à que ça aboutisse là derrière. Bon, passons maintenant vers, oui, sinon, il va faire tout un scénario, oui. Hein? Donc la semaine prochaine, il va me payer ça, donc durant le tour. Donc allez-y, oui, posez vos questions.
Bonjour. Bonjour. Je me présente. Je suis Shora Biouel, étudiant en quatrième année génie informatique. Ma question est comment gérer les charges Big Data en architecture cloud? Alors, pour le big data, donc je suis pas spécialiste de la data, mais vous avez les computes qu'il faut. Là, j'ai pas présenté les technos adéquates pour la big data parce qu'il y a d'autres services pour traiter la big data. La big data, ça consomme beaucoup de compute. Donc, sur Azure, il y a d'autres services. Il y a type Synapse, par exemple, vous avez Data Factory. Donc, vous avez d'autres types de services où derrière, vous pouvez avoir une puissance de calcul adéquate et adaptée à ce type de charge. Voilà, donc il y a cet aspect de big data aussi. Et après, voilà, donc il y a des patterns pour faire de la data, gérer la data et tout. C'est pas mon expertise, mais vous avez tout pour faire de la data sur Azure. Ouais. Merci infiniment pour votre réponse. Passons maintenant vers une deuxième question de la part de notre étudiante. Elle est là. Donc, s'il vous plaît. Je me présente, Maya Bayou. Alors, Bonjour. comment Azure garantit la disponibilité et les continuités des services? Très bonne question. Alors, il y a plusieurs façons. Et vous se voir, donc je suppose que ça n'a pas été. Alors, tu peux juste couper le micro. Alors, bonne question. Comment tenir la haute disponibilité avec Azure? Alors, il faut savoir que la haute disponibilité, ça a un coût. Ça peut coûter très cher. Donc là, si vous voulez que votre business, est-ce que vous pouvez couper juste le micro, s'il vous plaît? Il est coupé, hein. Il est coupé. Ok, merci. Donc, comme je disais, en fait, la haute disponibilité, elle peut coûter très cher. Donc, il y a plusieurs niveaux. Vous voulez que votre business application soit accessible et disponible partout dans le monde. Là, ça veut dire que vous avez plein de régions. Vous voulez que votre business tourne en France et aux États-Unis. Ça veut dire si les États-Unis tombent, il y a toujours la France qui tourne. Là, il faut déployer les deux applications sur les deux régions et il faut équilibrer, rediriger le trafic vers la région la plus proche de l'utilisateur. On utilise généralement Traffic Manager, par exemple. Après, ce genre de solution, ça coûte cher parce que faut répliquer la data, ça coûte très, très, très cher. Si on veut, par exemple, on se dit pas besoin d'avoir multi-région, mais peut-être avoir dans une seule région, avoir un peu la haute disponibilité en plusieurs data centers, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et là, ça veut dire, je vais dire que mes serveurs vont être répartis sur les data centers, ce qu'on appelle l'availability set. J'ai 3 serveurs derrière. Je dis à Azure, mets-les en France, par contre, répartis-les sur 3 régions. 3 data centers, pardon. Comme ça, c'est un data center qui tombe. Je sais qu'il y a les 2 autres qui répondent. Par contre, s'il y a la région qui tombe, là, il y a tout qui tombe. Mais ça dépend de la valeur du business. Est-ce qu'on veut investir ou pas? C'est ça. Hein. Plus on veut on veut une autre disponibilité, il faut mettre le paquet. Ça coûte beaucoup d'argent. Par contre, on veut pas trop investir sur ça. Il y a plusieurs niveaux. Donc, je peux mettre un autre balanceur, 2 VM, qui sont dans le même data center. Par contre, elles ne sont pas dans le même rack, par exemple. Enfin, dans la même armoire. Il y a des techniques comme ça pour faire des petites économies, on va dire, et avoir une bonne disponibilité. Mais il y a plusieurs niveaux. Hein. Ça dépend vraiment. Ce qu'on appelle RPO, RTO, c'est vraiment la demande du client. Mais on peut s'adapter à tous les niveaux. Il faut juste bien payer, c'est tout. Hein. On passe maintenant vers la question suivante. Oui. Vous passez s'il vous plaît. Présentez aussi vos invités et une question assez intéressante. Salut, je m'appelle Lazrek Raed, je suis un étudiant en 2e année préparatoire. En fait, je veux savoir quel avenir dans l'IA et spécifiquement le ChatGPT, surtout qu'il y a certains pays et banques
refuser de partager leurs data et les interdire? Ouais, très bonne question. Après, j'ai pas une boule de cristal, je peux pas prédire l'avenir. Mais par contre, comme je vous ai dit, on a fait l'expérience chez Uni5, hein. Donc, je vous invite encore une fois à aller voir sur notre chaîne YouTube Uni5 Technologies, où le test il nous a fait comprendre que l'IA, c'est un accélérateur. Comme a expliqué Abdelmoumen, hein, c'est vraiment un accélérateur au départ. On comprend que certaines banques ne veulent pas l'utiliser. Il y a même des pays, l'Italie, ils ne veulent même pas entendre parler. Donc, ça se comprend parce que la data sera traitée. La data, elle va sortir de la société. Mais on voit déjà, ça commence. On voit des solutions open source. D'ailleurs, on a des clients qui demandent ça, hein, des études, où on peut faire tourner une IA en local. On peut la containeriser dans un conteneur et la mettre dans un AKS, par exemple. Et là, la data, elle ne sort pas. Donc, il y a un modèle qui est entraîné. Ensuite, on prend ce modèle. Parce qu'en fait, ce qui coûte cher en termes de compute dans l'IA, c'est l'entraînement du modèle. Une fois que le modèle est entraîné, c'est juste une API, hein. Vous le mettez dans un conteneur en local, et là, ça change tout. Parce que les banques, ils vont voir que la data elle reste chez eux. Et là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, on a un client qui a demandé ça. C'est pour ça que je partage avec vous ça. Donc, quand c'est en local, ils seront plus ouverts. Après, il y a Microsoft aussi. Je pense qu'ils vont s'adapter à ça assez rapidement. Ils ont Copilot Microsoft, qui est incroyable. Je vous invite à le voir, hein, et qui peut générer des slides. Il peut faire vraiment beaucoup de choses. C'est ChatGPT derrière, en fait, hein. Mais ils l'ont adapté. Il écrit tes mails, il répond automatiquement et tout. Peut-être s'il y a un contrat de confiance avec Microsoft, sa société, elles vont s'y mettre. Mais une chose est sûre, tout le monde va s'y mettre, hein. Sinon, il y aura d'autres sociétés qui vont avancer, d'autres qui seront en retard. Après l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer. Absolument pour votre passion, c'est les détails que vous avez déjà essayé de les transmettre pour les étudiants. Nous sommes encore dans le cadre d'échange d'expertise et des expériences aussi. Donc, y a-t-il une question de la part de nos étudiants? Oui, vous passez s'il vous plaît. Encore une fois, parce que c'est notre intervenant. Bonjour, je me présente, je suis Oné Mariam, étudiante en 4e année génie informatique. Donc, j'ai deux questions. Première question, comment votre entreprise fait-elle face aux avancées technologiques émergentes telles que l'intelligence artificielle, la blockchain et l'Internet des objets? Alors, donc, très bonne question. Je vous laisse poser la deuxième question, on va enchaîner après. Si vous pouvez juste couper le micro. Le micro, s'il vous plaît. Ouais. Alors, donc, pour répondre à cette question, nous, comme j'ai présenté Uni5, on est spécialisé dans le Modern Apps. Donc, les applications modernes. Donc, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est blockchain, par exemple, ça, c'est tout ce qui est crypto et tout. Bah là, c'est simple. C'est des opportunités. Je pense qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées déjà dans tout ce qui est blockchain. Après, c'est des décisions. Là, si on veut se mettre sur la blockchain, par exemple, si on voit que voilà, ça va nous intéresser, on va former les gens qu'il faut et on va s'y mettre. On va recruter des gens qui sont spécialisés et on va s'y mettre. Là, on est en 2023, on peut se former sur tout. Voilà, donc il faut prendre le temps de se former, de pratiquer et on va s'adapter. En tant que société, pour aller plus vite, on va recruter bien sûr des experts qui vont former d'autres personnes et s'adapter à ça. Pour l'instant, nos besoins, nous, on est vraiment sur le cloud parce qu'il y a vraiment un boom en ce moment. Il y a une tendance qui va vers le cloud. Le marché de blockchain, on n'est pas dedans, mais on surveille de loin. C'est un peu nouveau, ça, voilà, ça va évoluer avec le temps. Mais pour l'instant, on est focus sur Modern Apps. Et Modern Apps, c'est un spectre qui est large. Donc, on interagit avec la blockchain. On va interagir avec de l'IA. L'IA, c'est les API qu'on appelle. La blockchain, c'est une sorte de base de données derrière. Donc, la base du dev, elle va rester. On va collaborer avec des gens qui font de la blockchain, par exemple. Mais dès qu'il y a des projets d'innovation, on sera là. Et on va collaborer avec peut-être les startups ou les sociétés qui sont spécialisées dans un certain domaine.
Et de cette façon, on va former nos ressources. Et ça marche comme ça. Ça part vite dans l'informatique, hein. Ça évolue très rapidement. Il faut être réactif, il faut s'adapter à chaque fois. C'est tout, hein. Je vous laisse poser la deuxième question. Je ne sais pas si j'ai répondu d'ailleurs à votre question. Encore une fois, on vous remercie pour vos réponses assez riches. Est-il une question? Elle a d'abord une question, puis on passe pour le docteur étudiant. Hein? Ma deuxième question, est-ce que votre entreprise offre-t-elle des stages, quels que soient des stages d'été pour les étudiants ou bien des stages de projets famille? Je vais y répondre. Alors, voilà. Je vais y Donc, répondre après. Hein. Ok. exactement. Donc, Ayman, alors pour information, Ayman s'est déplacé de France jusqu'en Tunisie pour vous, hein. Donc, harcelez-le après. Voilà. Et pour Je vous le invite à rideau aller tous aussi. le voir. Pardon? Merci. Je vais Pas de répondre à souci. toutes ces questions après. Voilà, donc après la session, prenez Ayman et posez-lui toutes vos questions. Bonjour, Monsieur Ahmed, je me présente Bonjour. la DEFI. J'ai une question concernant les critères pour identifier les talents promoteurs en génie informatique chez Uni5 et les qualités que vous recherchez chez un candidat. Merci. Très bonne question. Hein. Donc, voilà, je voulais couper juste. Alors, pour le recrutement, nous, on cherche les talents, tout simplement. Les gens, alors quand je dis talent, c'est des gens qui veulent déjà apprendre, qui sont motivés pour apprendre, qu'on ne peut pas tout connaître. Hein. Nous, c'est déjà la communication, c'est très important. Il n'y a pas que le technique, c'est un profil. Un profil qui se présente bien, qui sait se présenter, qui parle bien, c'est très important déjà. Après, des gens passionnés de technologie, on aime ça. Ça, on cherche ce type de gens. L'expérience, malheureusement, voilà, il faut toujours une petite expérience, pas beaucoup. Quelqu'un qui a jamais développé, quand je dis expérience, un stage, c'est une expérience aussi. Hein. Voilà, un stage qui a été fait sérieusement, ça reste une expérience. Et après, voilà, la passion. Si le candidat ne répond pas à toutes les questions, c'est normal, on ne peut pas tout connaître. Mais si on sent que le candidat il est motivé, il a envie d'apprendre, bah, c'est tout ce qu'on cherche. Et nous, on forme nos talents, hein, juste pour information. D'ailleurs, on est en partenaire avec Techniva qui font très très bien ce travail. Hein. Donc, Techniva, pourquoi on fait partenaire avec Techniva? Parce que eux, ils forment dans cette formation. Ali, on parlera après. Et nous, après. Donc, si vous êtes des partons, il faut valoriser cette opportunité et travailler sur ça. Bien sûr. Il n'y a pas de coïncidence, il y a un travail derrière ça. Oui, vous passez pour votre question, s'il vous plaît. Bonjour, je me présente, je suis Balou Kasmil, étudiante en 4e année de génie informatique. Parmi vos partenaires, il y a Carrefour, La Poste, Sariel. J'ai voulu savoir quel est votre point fort, quelle est la valeur ajoutée pour que ces grands noms vous font confiance. Alors, nous, qui nous différencie, on va dire. Est-ce qu'on peut juste couper le micro? Alors, donc Uni5, on a commencé par une start-up. Donc nous, on a l'esprit de start-up, l'esprit d'innovation. Ensuite, on s'est transformé en USN, mais on fait toujours de l'innovation. Comment se différencier par rapport aux autres? C'est déjà par l'expertise. On n'est pas un grand groupe. Nous, on est petits par rapport aux autres, comme vous venez de le dire. Par contre, on se différencie par notre expertise dans le cloud. On a de l'expertise sur Azure, qui est une expertise qui est assez rare d'ailleurs. On communique beaucoup, on partage beaucoup. On a une chaîne YouTube où on prend du temps à faire bien les choses. Vous voyez le setup derrière moi. On investit pour, et c'est gratuit ça, donc il n'y a pas de retour d'investissement, on va dire. Mais il y a l'amour du partage, on a la passion. Et c'est ça qui attire les talents, et ce qui attire les clients aussi. Les clients, quand ils voient voilà, qu'il y a cette passion, il y a du partage, il y a de l'expertise. C'est ça qui attire les talents et les clients en même temps. Et voilà, vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Voilà. Donc même si on est petit, on peut rivaliser avec les grands. Généralement, les grands, ils sont plus sur la masse, pas sur la qualité. Nous, on mise sur la qualité. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu.
Si on va laisser cette rencontre, ça ne se finit pas, mais malheureusement, il y a une contrainte de temps. Oui, donc je vais céder la parole maintenant vers M. Hain, et puis on va déclarer la clôture de cette rencontre, au plaisir de vous rencontrer ultérieurement pour une prochaine collaboration. Le partenariat est aussi plein de questions assez fructueuses. Je suis réellement très fière de nos étudiants aujourd'hui parce qu'ils ont fait des remerciements pour animer cette rencontre. Merci infiniment. Je vous cède la parole à M. Hain. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de partager avec vous. Donc, je vous renvoie tous vers Ayman. Suivez-nous sur LinkedIn et suivez-nous sur YouTube. Vous allez voir, on partage avec amour. Allez, merci beaucoup. Merci. Je vais commencer à me présenter.